la mandorle comme symbole du passage du monde profane au monde sacré, la carte du monde comme symbole du passage du monde du jeu au monde du jeu. Également dernière carte, fin du jeu de tarot, dans les arcanes majeures en tout cas. Qui est dans le jeu mais pas dans le jeu? Ben c'est lui, c'est le mat ou le fou. Il est à l'intérieur du jeu mais pas vraiment. Il n'a pas de numéro. Comme on avait l'arcane sans nom, ici on a l'arcane sans nombre. Donc tantôt 22e, tantôt l'âme 0. Mais ici, contrairement à l'arcane 13, vous voyez qu'il y a un cartouche en haut. Ce cartouche est vide. Peut-être parce que le mat cherche sa place. Peut-être parce qu'il n'a pas envie d'être un numéro ou de rentrer dans des cases. Donc vide, néant, 0. On est sur la vibration originelle. La source cachée, le centre invisible du monde, l'esprit transcendantal, la lumière, la conscience, Dieu. Ici, on est sur des notions de vérité, de vacuité, de silence. La lettre hébraïque associée, c'est le Tav. Tav, c'est le signe. Ça peut être la croix, donc on pense au centre de la croix. Et on l'appelle l'étoile de vérité. Un maître nombre, normalement, ne se réduit pas. Mais ici, dans le tarot, ça a du sens. 2 plus 2, on tombe sur 4. Le lien à faire ici, c'est simplement que l'empereur donc représentait la matière, la structure, l'organisation, les lois. Ici, pour cheminer, le personnage a besoin de connaître tout ça. Il a besoin de connaître la matière. Il y a un minimum à connaître, à comprendre et à intégrer pour pouvoir cheminer ensuite vers la liberté. On est libre que quand on connaît bien quelque chose. Alors on peut en sortir. Ici, on est dans une carte de déplacement, de voyage, de mouvement, dans la recherche de quelque chose. Ça peut être la liberté, l'autonomie. Ça va représenter le fait de prendre son envol, d'être créatif, de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi l'idée de suivre sa voie, de se lancer. Également, se mettre en marche, se mettre en mouvement, de se satisfaire de ce que l'on a. Mais également, l'idée de s'affirmer. Je reviens à cette case blanche. Au début du chemin, pas d'étiquette, il ne se connaît pas. À la fin du chemin, pas d'étiquette, il se connaît. C'est marrant, mais c'est tellement simple et vrai. Parce que c'est ça, être un chercheur de vérité, c'est ça, c'est finalement, c'est à un moment donné, on va écrire un truc, puis on va l'effacer, on va dire non. On va réécrire quelque chose, on va effacer, on va dire non, c'est pas ça non plus. Est-ce que je suis ci, ça? On va écrire, puis on va effacer, on va gommer. À la fin, on pourrait avoir une liste hyper longue de tout ce qu'on a été. Voilà, finalement, on a été ça, mais on n'a pas été non plus que ça. Donc, on peut rien écrire ici, quoi. Je trouve que c'est beau, cette carte. Cette liberté, en fait, d'être qui l'on veut être au moment présent. Ça offre toutes les possibilités, en fait. C'est l'infini, c'est le potentiel illimité dont on parle depuis le début avec le battleur. Et voilà, c'est très joyeux en fait. Alors après, dans le côté négatif de la carte, ça va être le rejet, l'abandon, la marginalité, la maladie mentale. Ça peut représenter l'errance, une quête sans fin en fait, une espèce d'avidité. Ça va être aussi de l'incertitude. Par rapport au présent, à l'avenir, mais ça peut représenter aussi la transgression, la pauvreté, la perte, le sentiment d'être incompris, la peur du jugement, la peur de la différence. Le mat, ou le fou, il nous pose la question, et si la fin était le commencement? C'est perturbant. Regardez, si on prend le cartouche qui est vide, normalement, on y place la valeur numérique ou la valeur numéraire de la carte. Là, il n'y a rien du tout. C'est vide. C'est le néant. Mais si ce cartouche-là, c'est la valeur de la carte, sa vibration, son essence. Ici, on pourrait dire que c'est tout. C'est toutes les cartes. Il peut être chacun des 21 arcanes
des lames majeures du tarot. Donc en fait, le rien devient le tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est, toute la connaissance qui n'est pas encore visible mais qui est déjà là, tout ce qui est dans la conscience, l'inconscient, le conscient, il est tout ça. Avec l'arcane sans nom, ce qu'on ne pouvait pas nommer n'existait pas. Ici, on dit plutôt que c'est impossible de les réduire à quelque chose de fixe, parce que c'est la conscience pure. Donc la conscience pure, elle est dans toute chose. C'est l'énergie créatrice, c'est la lumière, c'est aussi le mouvement. Donc c'est quelque chose d'insaisissable. En fait, le mat ou le fou, c'est un esprit libre. Et il est à sa place partout, c'est pourquoi il n'a pas de numéro. Si on s'arrête un petit peu sur le nom de la carte, le mat ou le fou, plusieurs sens possibles. Quelque chose de mat, pour nous, c'est quelque chose qui ne brille pas. Donc, est-ce qu'il est en dehors de l'ego? Est-ce qu'il rayonne? Quelque chose de mat, c'est quelque chose qui n'est pas transparent, qui ne laisse pas passer la lumière, qui est obscur, qui est opaque. Est-ce que ça fait allusion au secret occulte, au mystère? Mais le mât, c'est aussi le mât du bateau, qui donc permet au véhicule de se déplacer, puisque c'est lui qui tient les voiles. C'est aussi ce qui permet de voir loin quand on est justement en train de naviguer. On peut monter et apercevoir la terre. Mais quand on dit mater, ça peut vouloir dire regarder, ça peut vouloir dire aussi dompter, dresser. Le bâton de berger, celui de Moïse par exemple, en hébreu ça se dit mat. M-A-T-E-H. Je ne sais pas si on dit maté ou mat. En tout cas, on retrouve une racine commune. Avec l'arcane de la maison de Dieu, on avait vu aussi l'expression échec et mat. Donc cette allusion au jeu d'échecs, qui est assez parlante, je trouve, pour cette carte aussi, puisque mat, en arabe, ça veut dire mort. Que le fait de faire échec et mat, ça signifiait donc la mort du roi. Ça peut être le roi mental, le roi égo, qui trouve une mort symbolique ici avec le mat. Ou ça peut être, comme on l'avait vu en alchimie, l'idée de ce nouveau roi, donc une des étapes alchimiques de l'œuvre. On a ce nouveau roi qu'il faut couronner. Pour le couronner, en fait, il fallait fixer le volatile dans la matière. Ce serait l'agent alchimique qui fixe la couronne, celle de la souveraineté intérieure. On l'appelle aussi le fou. Sur certaines cartes de tarot, on écrit aussi le fol, F-O-L. En vieux français, le fol, ça vient de folis, c'était le soufflet. Le soufflet, donc le souffle, on pense à l'âme, mais aussi l'esprit. Donc voilà ce que ça nous évoque aussi. C'est le seul qui peut se moquer du roi. C'est une invitation à l'autodérision, à ne pas se prendre trop au sérieux, à s'amuser. Amuser, user l'âme pour la rendre transparente afin qu'elle puisse laisser passer la lumière. Dans la composition de l'image, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'était le bâton de marche et le bâton en fait du baluchon. Si on fait se poursuivre ces deux bâtons, ils se rejoignent en un même point. Il y a un point qui est convergent à ces deux lignes. Si on regarde, ça forme un 7. Le 7 que j'avais repéré moi dans la carte de l'arcane sans nom à l'envers. Donc il y a quand même quelque chose d'assez troublant ici. Donc on nous parle bien de mort symbolique aussi ici. D'un passage. C'est un passeur. Dans le même ordre d'idées, j'ai rapproché ces deux arcanes parce que je trouve qu'elles ont des points communs dans le côté sage, parce que c'est pas un fou, c'est un sage en fait. Et regardez ce que ça nous donne. On dirait qu'ils se regardent, qu'ils sont devant un miroir. Vous trouvez pas? Les deux bâtons
de l'arcane sans nombre, donc du mat, ils arrivent juste sous la lanterne de l'ermite. La lumière. On nous dit en fait que le chemin peut se faire par le bâton, par le chemin matériel en fait, par notre cheminement sur Terre, mais aussi par une autre forme de voyage qui peut être plus intérieure ou alchimique, puisque ce bâton c'est une cuillère en fait. Regardez. Donc on nous montre que finalement tous les chemins, qu'ils soient l'œuvre de l'alchimiste, l'œuvre du cheminant ou du lambda, comme vous et moi, tous les moyens sont bons en fait pour arriver finalement à notre quête, c'est-à-dire atteindre la réalisation de soi. Et si on regarde le baluchon, on ne sait pas s'il est vide ou plein. Alors s'il est placé en début de jeu, peut-être qu'il est plein, qu'il faudra le vider. Peut-être qu'il est vide, qu'il faudra le remplir avec les expériences. Peut-être qu'il contient tous les éléments qui étaient sur la table du battleur. Éléments qu'il faudra purifier, qu'il faudra assembler, dont il faudra faire quelque chose en fait, transformer. C'est assez mystérieux, il peut y avoir plein de sens différents là, sur ce baluchon. Et comme je vous disais, c'est la cuillère de l'alchimiste. Donc il a tous les outils en fait pour réaliser son œuvre. Et il a son bâton de pèlerin, qui va lui permettre de cheminer. Ce bâton, il est planté dans le sol, donc dans la matière, mais également dans la conscience. Et on voit que ce personnage, il avance. Il est en mouvement, il est en marche. Dans la même position d'ailleurs que l'arcane sans nom, on voit que son talon gauche est levé. On voit bien qu'il est dans un mouvement de marche. Et l'os qui se trouve dans le talon, on l'appelle l'astragale. Astragale, l'étoile et la pierre. D'un point de vue alchimique, symbolique, c'est chercher la lumière en fait dans la matière. Il regarde le ciel. Est-ce qu'il suit son étoile justement? Son bâton comme outil de soutien qui est aussi planté dans la terre. Donc il va faire de la terre son expérience, sa première source d'expérience pour avoir des prises de conscience, pour évoluer. On voit qu'il y a 3 fleurs blanches. Est-ce que c'est le corps, l'âme et l'esprit qui sont symbolisés ici? Si on revient à son habit, donc il est habillé comme un fou du roi. C'est un peu le joker du jeu. Ça nous questionne en tout cas sur les apparences. Parce que finalement, il est habillé en fou, mais c'est un sage qui se cache derrière. Si on regarde le bâton de son baluchon, on voit comme 2 pinces à linge qui pourraient tenir l'ensemble du costume, comme s'il n'était même pas dedans. Finalement, est-ce que c'est pas un jeu d'illusion? Il est poursuivi ou poussé par un chien qui semble avoir déchiré son habit. On ne sait pas si c'est un bout de jambon qui pend à sa ceinture ou si c'est sa cuisse. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc chacun va pouvoir interpréter, on peut se projeter. Est-ce que c'est un chien fidèle qui le suit, c'est son compagnon, il le nourrit? Ou est-ce que ça représente les bas instincts qui poussent le fou, le mat au début de son parcours dans des choses illusoires? Le chien étant de couleur chair, donc ça nous donne l'idée que on parle du personnage. Il y a cette idée de morsure, de blessure aussi, qui peut faire partie du passé, qui a été intégré dans le corps en fait, dans le corps et dans l'esprit. Donc ça peut renvoyer à des choses douloureuses dans le vécu du consultant, ou de la personne, si c'est vous qui vous tirez la carte, dans votre propre passé, mais qui ont été dépassés. Il a pu être attaqué, mais c'est derrière lui. Donc il avance. Et ce personnage qui est habillé comme un fou, ça fait penser au troubadour, au ménestrel, au barde, dans toutes les cultures. Hein. Il y a ce personnage itinérant. Les gens du voyage aussi, le cirque. Il y a
cet archétype un peu de l'artiste qui voyage et qui est un peu aussi comme le vagabond, finalement un peu en marge, parce que toujours dans le mouvement, il ne se sédentarise pas, il bouge en permanence. Et du coup, il peut faire peur, comme il peut être attendu. Ce personnage-là est intéressant pour ça aussi. Il nous montre que le chemin se fait en marchant. Il a des chaussures rouges, donc c'est ses pieds qui sont actifs. Le chemin se fait vraiment, se déroule sous ses pieds. Ça nous montre aussi l'idée de libre arbitre. Même si beaucoup de choses sont écrites, on peut toujours, nous, mettre notre empreinte. En fait, il représente tout le chemin de l'adepte à l'initié. La personne qui veut se connaître, qui est sur cette quête de vérité, de connaissance de soi, qui à travers les expériences de la matière va cheminer, va comprendre et va finalement s'éveiller. Pour moi, c'est la carte de l'être, l'être pur. Quand on est dans la présence, on est dans le moment présent. Il n'y a plus de temps. Le temps n'est pas linéaire, le temps est l'instant que l'on est en train de vivre, qui se renouvelle perpétuellement. Quand on est dans l'instant présent, on est dans quelque chose de vaste. Il y a le silence, il y a le vide, mais il y a cette idée d'absolu aussi, tout est rempli. C'est plein en même temps que c'est vide. On revient sur l'idée de Dieu. Pour finir, parce que je veux pas faire des vidéos trop longues, du fou au philosophe, il n'y a qu'un pas. En fait, on m'a envoyé cette inspiration, donc Diogène. Est-ce que vous connaissez Diogène de Sinope? Celui qui vivait dans un tonneau à Corinthe et qui disait ces 4 vérités aux passants. Ben voilà, j'ai pensé à lui et je me suis dit tiens, je vais chercher plus précisément. Et donc, on va parler un peu de Diogène parce que c'est possible qu'il ait inspiré les auteurs du tarot de Marseille. Diogène de Sinope, on l'appelait aussi Diogène le cynique. Ça vient du grec ancien kuon, qui veut dire le chien. Déjà, les cyniques, ce sont les philosophes qui expriment sans ménagement leurs opinions, leurs sentiments, qui souvent sont contraires à la morale établie, qui sont vraiment à contre-courant. Et quand on regarde qui est Diogène, il n'y a pas une vérité sur ce personnage, il y en a plusieurs. Certains vont dire que c'est un débauché, un fou, qu'il est irrévérencieux, irrespectueux, et d'autres le voient comme un grand philosophe, un ascète, quelqu'un de volontaire, de discipliné et de très pertinent. Donc je trouve ça assez drôle parce qu'on est sur l'idée de la vérité et on voit qu'avec ce personnage de Diogène, on est sur plein de facettes différentes parce que chacun va y voir dans ce personnage ce qu'il est lui. Donc c'est un miroir, tantôt zéro, tantôt héros. La vibration du maître ou la vibration de la nullité, de celui qui n'est rien, qui n'est personne. Et Diogène, il vivait avec un vieux manteau, été comme hiver. Il avait un bâton. Il avait une écuelle et une besace. Donc si avec ça on n'a pas tous les éléments, je sais pas ce qu'il vous faut. On dit qu'il avait une parole mordante. C'est peut-être ça que le chien voulait nous dire. Et il parcourait les rues en plein jour en tenant une lanterne et en criant qu'il cherchait un homme vrai. Il poussait les autres dans leur retranchement. Il les faisait se questionner sur leur existence. Et en fait, l'école des cyniques, c'était la sagesse de l'autosuffisance. Vivre avec très peu de choses, de manière humble, se suffire à soi-même, juste avoir de quoi manger, pas de maison, pas de célébrité, pas de privilèges, pas de richesse. La vie simple, la vie à l'état naturel en fait. Peut-être que le chien c'était le modèle. Et Diogène, je l'ai connu quand je faisais du grec ancien, mais je l'ai aussi connu quand je travaillais ensuite dans le social. Parce que il existe un syndrome qui s'appelle le syndrome de Diogène,
et qui est tout l'inverse justement de la philosophie. Le syndrome de Diogène, c'est le fait d'accumuler de manière maladive, excessive, des objets du quotidien. Et les personnes en accumulent tellement que leur maison, leur appartement, finit par être rempli de cartons, plein d'objets, à tel point qu'ils ne peuvent plus circuler dans leur logement, qu'ils ne peuvent même plus se coucher dans leur lit. Donc c'est vraiment un syndrome en psychiatrie qui peut être très handicapant. Les personnes qui souffrent de ce syndrome souffrent en fait d'un sentiment de vide intérieur. Donc d'où le besoin de combler par l'accumulation d'objets. Là où lui nous montre que justement il faut voyager léger et qu'il faut s'autosuffire. Donc je trouvais que c'était assez beau de terminer là-dessus, à méditer. Je vous remercie d'avoir suivi l'ensemble de ces vidéos. Et peut-être que je m'attaquerai aux arcanes mineures, mais pas tout de suite. Je vais laisser infuser tout ça correctement pour pouvoir après donner le meilleur. Merci, à bientôt!